Le sport ne forge pas le caractère, il le révèle. C'est cette conviction, ce mantra qui m'anime depuis des décennies, sur les terrains d'entraînement comme dans la vie. Et c'est aussi ce qui donne vie à ce podcast. Aller à la rencontre de celles et ceux qui, par leur parcours, leurs astuces et leur état d'esprit, nous montrent comment devenir triathlète, comment progresser et enfin comment performer en triathlon. Que nos invités soient des passionnés du dimanche, des amateurs éclairés ou des pros aguerris, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Leurs expériences, leurs échecs, leurs victoires, c'est une mine d'or pour débloquer vos propres objectifs. Prêt à plonger ? Suivez le guide, ou plutôt suivez les guides. Et avant de commencer, un petit rappel. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du podcast et sur votre appli préférée pour partager vos retours, vos questions ou simplement un petit mot d'encouragement. Tout est aussi sur devenirtriathlète.com. Les ressources de l'épisode, les bios des invités et bien plus pour booster votre pratique. Bonne écoute et surtout, bon entraînement. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va échanger avec, j'aurais pu dire un candidat, mais non, un invité qui aurait pu être un de mes candidats dans une vie d'avant, mais qui est trop fidèle à son poste pour avoir répondu sur le sujet pro. En revanche, il a répondu sur le sujet sportif parce que lui, il court. Certainement pour le plaisir, on va voir ça avec lui, mais il court aussi pour d'autres raisons qu'on va pouvoir détailler ensemble, notamment, me semble-t-il, se rapprocher de ses racines. Enfin bref, je suis très content d'échanger avec Sin Boom. Salut Sin. Salut Armano, merci pour l'invitation et trop content de pouvoir échanger avec toi là sur ce podcast. Eh ben écoute, c'est un plaisir partagé. C'est vrai que c'est toi qui m'as rappelé qu'on avait commencé à échanger il y a quelques mois ou quelques années parce que j'essayais de te contacter pour un job. Mais là, cette fois-ci, c'était pas pour un job que je te contactais, c'est parce que j'avais vu passer certains de tes posts avant ta préparation pour un petit objectif que tu t'étais fixé ces derniers temps. Un petit objectif qui fait 42,195 km. On va aborder tout ça, mais juste avant, écoute, je te laisse peut-être te présenter. Dis-nous tout, qui est Sin Boom ? Alors Sing, c'est j'ai 40 ans aujourd'hui et comme tu l'as dit, j'ai préparé cette année mon premier objectif marathon. On en reviendra peut-être sur le podcast, mais du coup c'est transformé en préparation de 2 marathons sur l'année 2026. Et voilà, j'ai 40 ans, quoi te dire de plus ? J'ai commencé à courir il y a vraiment 3 ans, réellement, où j'ai repris la course à pied. On y reviendra peut-être, mais voilà, la vie a fait que j'étais sportif, je l'étais un peu moins, j'ai arrêté complètement. Et puis après, j'ai repris petit à petit, et puis je me suis lancé là sur 2026, objectif, non pas 1, mais 2 marathons. Bon, eh ben écoute, on va pouvoir détailler tout ça. Tu me disais aussi en off que tu t'es déjà essayé au triathlon, donc tu as vraiment toute ta place ici sur le podcast Devenir triathlète. Tu disais que tu as été sportif, un peu moins. Comment et où et pourquoi tu as découvert le sport ? Depuis tout jeune, j'ai fait pas mal de sports. J'ai touché un petit peu à tout. J'ai fait foot, basket, que ce soit en club ou en loisir aussi avec les copains. Donc voilà, pas mal de sport co. Et puis je me suis mis ensuite un peu à la course à pied, vraiment sur le tard. Quand ça a été difficile entre les copains de réunir tout le monde pour faire un basket ou pour faire un foot, tu te retrouves tout seul, tu as envie de faire un peu de sport, tu pars tout seul et puis tu mets tes baskets et tu cours. Donc voilà, et puis de fil en aiguille, petit à petit, moins en moins de temps, où je prenais peut-être moins en moins le temps pour aller faire du sport. Donc la fenêtre du sport s'est réduite petit à petit jusqu'à vraiment il y a 3 ans. On l'a dit sur le ton de la rigolade, mais c'est vrai qu'au début, j'ai essayé de te contacter pour le côté pro. Est-ce que ton côté pro, et tu pourras peut-être nous dire si tu as envie ce que tu fais comme job, mais a pris aussi le pas sur le fait de s'accorder du temps pour continuer à faire du sport ? Alors oui et non, parce que à un moment donné, quand tu grandis, quand tu arrives à la vingtaine, à la trentaine, tu commences à avoir beaucoup plus de temps pour travailler, moins de temps pour du loisir, et donc du coup tu sélectionnes un petit peu tes loisirs. Du coup, comme je te disais, j'étais beaucoup dans une organisation où il fallait trouver du monde pour faire un foot, pour faire un basket. Alors
Je vais faire mon vieux rabat-joie parce que j'ai 40 ans, mais à l'époque, on n'avait pas toutes ces applications où tu pouvais t'inscrire et te dire, voilà, je suis tout seul, j'ai envie d'aller faire un foot, et tout le monde se réunit et tout le monde se donne rendez-vous. Ça n'existait pas. Donc, pour le public un peu jeune qui va se dire, mais aujourd'hui, avec les applis, c'est trop simple d'organiser des foot ou des baskets. À l'époque, non. À l'époque, c'était qui est dispo pour faire un foot, qui est dispo pour faire un basket, qui est dispo pour faire un peu de sport. Et du coup, c'était un peu plus difficile parce que tout le monde bossait et puis les calendriers de chacun matchaient plus. Donc un peu plus compliqué de se retrouver pour faire ça. Donc voilà. Et puis après, concernant le côté pro qui prend plus de place, quand on atteint la trentaine, on prend un peu plus de responsabilité. Alors sur le côté pro, moi je suis responsable IT support pour le compte du Club Med. Donc aujourd'hui, la prise de responsabilité aussi, donc avec une gestion d'équipe, avec des missions qui sont beaucoup plus à responsabilité ou à stratégie pour l'entreprise. Donc du coup, ça demande de l'implication aussi et du temps. Donc c'est pour ça qu'après, il faut pouvoir caler son calendrier et son planning avec quelques sessions d'entraînement. Donc ouais, c'est un peu en tout qui a fait que moins de place pour le sport. Et puis après, il fallait aussi conscientiser un petit peu tout ça, je pense. Ce qui a fait que, tu vois, au fur et à mesure où ta carrière elle avance, tu t'arrêtes aussi un petit peu et tu te dis, ok, bon là j'ai besoin de refaire un peu de sport, j'ai besoin de prendre du temps pour faire du sport. Donc du coup, tu remanies ton planning pour que tout ça rentre. Alors attends, parce que je voudrais faire un petit arrêt quand même sur image. Tu es directeur support informatique au Club Med. Alors Club Med, on voit bien les géos, ceux qui te font faire de l'activité dans des super endroits, avec un super service, etc. Mais le côté IT, qu'est-ce qu'il y a sur le côté IT au Club Med? Enfin, toi, ton job, parce que c'est pas une start-up. Le Club Med ne fait pas dans l'IT, dans l'informatique. Toi, ton job aujourd'hui, c'est quoi? Alors il y a pas mal de choses au Club Med. Alors oui, comme tu le dis, le Club Med, c'est pas, on se dit pas qu'ils font de l'IT, on se dit pas qu'il y a beaucoup d'IT. Et au contraire, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parce on est vraiment sur une grosse transformation digitale qui a été faite au sein du Club Med avec pas mal de mise en place d'applications pour pouvoir faciliter la vie de nos géos. Alors les géos, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui travaillent au sein du Club Med, ce sont des gentils organisateurs. Donc ce sont les personnes qui opèrent dans nos villages ou qui vendent les services du Club Med ou qui, comme moi, sont sur la partie back, donc la partie support, auprès de tout le personnel du Club Med. Donc ça peut aller du poste de travail de la personne de la compta à l'accueil jusqu'au poste de réception et tous les à côté et les applicatifs qui vont avec. Tous les systèmes de réservation qui doivent s'interconnecter entre eux et ainsi de suite. Donc il y a une grosse plateforme IT qui est derrière cette machine qui est le Club Med. Et en façade, ce qui est super intéressant dans ta remarque, c'est que toi, côté GM, donc nos gentils membres, donc nos clients, la façade, tout est beau, et tout est simple. Et on est juste là pour profiter. Et c'est le but, si tu veux, des équipes support. C'est le but des géos au Club Med, que nos GM puissent passer vraiment un super moment pendant leur séjour. Bon voilà, ça n'avait rien à voir avec le podcast, mais c'était l'histoire aussi de comprendre un petit peu ce qui se passe derrière une boîte qui, a priori, n'est pas une boîte autour duquel l'informatique tourne, et pourtant c'est un peu au cœur aussi de pas mal d'activités. En tout cas, aujourd'hui, je crois pas qu'il y ait beaucoup de boîtes qui puissent s'en passer, même si on pense à nos amis les agriculteurs qui nous nourrissent, ils tournent beaucoup à l'aide d'outils informatiques. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Autre petite réflexion qu'on pourrait se dire déconnecté, mais le Club Med est quand même vachement teinté sport aussi. Est-ce que les géos, donc les gentils opérateurs, les employés, les collaborateurs et les collaboratrices du Club Med peuvent pratiquer le sport sur leur lieu de travail? Est-ce que ça t'a aidé aussi à te remettre en activité? Ouais, alors gentil, géo c'est gentil organisateur. Parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Mais non, si tu veux, oui, ça m'a beaucoup aidé. Alors je précise, je ne vis pas en village Club Med, donc du coup je n'ai pas accès quotidiennement à toutes les activités qu'on peut avoir au Club Med. Mais c'est vrai qu'on est dans un environnement où
le sport est assez primordial, hein. Et puis j'ai pas mal de collègues aussi qui font de la course à pied, du tri ou même du sport en général. Donc ça permet aussi d'avoir cette émulation même au sein de nos bureaux. Et puis dans nos bureaux, on a aussi des infrastructures qui nous permettent de faire du sport, que ce soit entre midi et 2 ou en fin de journée, parce qu'on a une salle de sport qui est pas très très loin non plus dans le complexe où on est. On a des douches mises à disposition des employés. C'est bête, hein, mais tu vois, quand tu vas faire ta séance le midi, c'est quand même cool et super sympa d'aller prendre une douche après que d'avoir juste tes lingettes pour pouvoir passer ton après-midi avec tes collègues. Bah, c'est clair, ça t'épargne. Enfin, c'est un peu le sujet aussi de on prend un coach, on prend pas un coach. On en arrive toujours à la conclusion que finalement, le coach, il va te permettre d'évacuer une bonne partie de la charge mentale qui est liée à la programmation de ton entraînement. Même si tu es toi-même entraîneur, en général, déjà, tu n'es pas un bon entraîneur pour toi-même, mais surtout, ça te permet de ne pas te prendre la tête sur qu'est-ce que je vais faire, dans quelles conditions, comment je vais planifier tout ça, etc. Et ces choses qui, comme tu te dis, peuvent paraître insignifiantes, mais le fait d'avoir un endroit où tu peux te doucher pour faire une séance le midi, des vestiaires pour mettre tes affaires, voire un casier pour pouvoir laisser des affaires un jour ou deux, ou le soir, laisser tes affaires, partir en tenue de sport, revenir le lendemain matin en courant, te doucher et puis te rhabiller avec des affaires propres. Tout ça, ça a l'air insignifiant, mais c'est quand même aussi et beaucoup la clé alors je ne dirais pas du succès, mais la clé de la réussite du programme d'entraînement de certains sportifs, notamment les sportifs d'endurance et en particulier les sportifs individuels, les triathlètes, les coureurs. Bon, pour les nageurs, ça paraît plus compliqué, pour les footballeurs aussi, mais voilà, dans nos sports, en tout cas, ça épargne pas mal de sujets. Ouais, clairement. Je suis totalement d'accord avec toi. Si tu vois cette charge mentale qui t'est retirée à te dire qu'est-ce que je fais après le sport, où est-ce que je laisse mes affaires ou des choses comme ça, c'est franchement une facilité que l'on a et je remercie mon entreprise pour nous mettre à disposition ce genre d'équipement. Bon, revenons à toi. Je le disais, tu t'es déjà essayé, tu as déjà goûté au triathlon. C'était il y a combien de temps, dans quelles circonstances et qu'est-ce qui a fait que tu n'y as que goûté aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a fait que je n'y ai que goûté? Alors déjà, comment j'y suis arrivé? J'y suis arrivé un peu sur un coup de tête. Comme je te le dis, ça fait 3 ans maintenant que je cours réellement de façon assidue. Et j'ai un ami et un beau-frère qui se sont également lancés sur du tri il y a un peu plus longtemps que moi. Et puis, alors sur un moment de relâchement autour d'une bière, hein, on n'était pas en prépa, on n'était rien, tu vois. C'était, qu'est-ce que vous faites les gars? Moi, j'ai mon prochain tri qui est programmé à telle date. Ça vous dit de venir? Voilà comment ça s'est lancé. Et tu vas voir que mon histoire, c'est un peu tout le temps comme ça. C'est quelqu'un qui va me tendre une perche. Et puis après, soit je la saisis, soit je la saisis pas. Et puis après, j'avance avec la personne. En même temps, quand tu regardes les grandes épreuves du triathlon, l'Ironman d'Hawaï et tout ce que ça a généré, si on prend dans le swimrun, l'Otilo, c'est ça, c'est des soirées entre potes autour d'un bon verre, on dira pas s'il y a de l'alcool ou pas, hein, et puis des défis qui sont lancés et qui lancent une histoire. Toi, en l'occurrence, ça t'a permis de mettre un pied dans le triathlon et tu me disais toute ton histoire avec le sport, ça a été un peu ça. Donc vas-y, c'était quoi ton premier tri? Comment ça s'est passé? Alors mon premier tri, c'était un S en pleine préparation. Donc du coup, mon premier vrai tri, c'était le tri de Vichy. C'est celui sur lequel on s'était motivé. Donc le tri olympique de Vichy. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va se lancer. Et donc dans ma prépa, j'avais quand même intégré des petits triathlons, histoire de se familiariser déjà avec l'eau. Parce que l'eau, c'est pas un élément naturel et c'est pas mon élément de prédilection, j'ai envie de dire. Et donc du coup, il fallait un peu se jeter là-dedans. Là où sur la course à pied, je me suis dit, tu mets un pied devant l'autre, t'avances et puis t'essayes de tenir. Là, dans l'eau, si t'essayes de tenir et que tu fais rien, tu coules. Donc c'est un peu ça a été un peu plus compliqué. Donc du coup, si tu veux, c'était d'appréhender déjà cette discipline, d'aller à la piscine, se préparer. Donc j'ai fait un S pas très loin de chez moi, à Poto-Combo. C'était un petit S en piscine. Donc ça s'est bien passé réellement, parce que la piscine, je connaissais, et donc c'était un élément sur lequel je m'étais préparé et entraîné. Je vais vous raconter les premières séances de piscine où tu fais 2 longueurs et tu as l'impression de te noyer. T'essayes de chercher de l'air, mais t'as l'impression qu'il n'y en a pas parce que tu sais pas mettre un bras devant l'autre, tu bats trop vite avec tes jambes, donc tu t'épuises. Donc voilà, et puis après,
De fil en aiguille, je me suis renseigné, je me suis entraîné à regarder, en regardant, tu vois, des vidéos sur YouTube, des gens qui m'expliquaient un petit peu comment nager, comment respirer, parce que c'est pas tant de nager, mais respirer qui est super important en natte. Donc voilà, de fil en aiguille, comment ça s'est fait. Sur la partie vélo, le vélo, j'en ai, on va dire, tout le temps fait. Mais c'est vrai que sur des très longues distances, alors très longue distance pour moi à l'époque c'était 10 km, c'était déjà une très longue distance en vélo. Donc si tu veux, sur très longue distance c'était un peu plus compliqué. Mais après le vélo, on va dire que à partir du moment où tu sais en faire, il faut juste trouver un rythme, il faut juste, quand je dis juste aujourd'hui ça me fait rire parce qu'il y a quelques années ou quelques mois de ça, j'étais pas à dire juste, mais il faut travailler ses cuisses, il faut travailler l'endurance, il faut travailler le travail. Travailler la nutrition aussi, peut-être qu'on y reviendra, parce que la nutrition sur du tri, c'est quand même assez important. Alors sur du S, non, mais sur du M, quand même. Et puis après, la course à pied, j'y suis venu il y a 3 ans de ça. Je le disais tout à l'heure, sur un coup de tête. J'avais mon ancienne boîte qui payait des dossards et qui invitait en fait les employés sur le semi-marathon de Paris. Et donc là, si tu veux, j'ai une équipe qui était super sympa et qui m'ont dit regarde, tu te plains tout le temps de ne pas faire de sport, vas-y, inscris-toi. Un autre Voilà. défi. Voilà, c'est ça, c'était un peu ça. Et donc du coup, je me suis dit, allez, vas-y, go, on y va et puis on verra comment ce sera. Et à cette époque-là, j'avais beaucoup misé sur la mémoire du corps. Je m'étais dit, après 6-7 ans, le corps, il se souvient toujours de comment courir et de l'endurance qu'on avait il y a 6-7 ans. Non, non, clairement pas, parce que la première fois que j'ai chaussé les baskets pour préparer ce semi-marathon, parce que comme tu vois, je prépare pas les choses à moitié, je me suis pas dit que je pars sur un 5 ou un 10, je suis direct parti sur un semi. Et là, sur le semi, c'était les 800 premiers mètres ont été très 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 difficiles. Parce qu'à l'époque, je fumais aussi, je mangeais pas mal, je faisais un peu de fête. Donc j'étais, on va dire, pas le même physiquement. Il y a 3 ans de ça déjà. Ouais, donc c'est sympa de voir cette évolution et que tu l'expliques, tu la documentes un peu. Et du coup, ce premier triathlon, il est intervenu quand? À peu près au moment où tu as commencé à courir, la deuxième année? Non, là, on va dire à peu près un an et demi après que je me suis mis à courir, vraiment. Donc c'était aux alentours de, on va dire, début 24, par là, début 2024. Donc le premier triathlon, comme je disais, en piscine. Et puis ensuite, j'en ai fait un autre que je me souvienne. J'en ai fait un autre sur la base de loisirs de Jablin. Mais du coup, c'était un tri qui s'est transformé en bike run. Parce que du coup, l'eau était trop froide. Et donc, j'ai appris une règle, c'est que quand la température de l'eau est moins de 5 degrés en dessous de la température de l'air, tu ne peux pas faire la natation. Donc je l'ai appris et donc du coup ils ont modifié le jour même, ils ont modifié la discipline pour en faire un bike run, pardon. Et ça aurait été ma première expérience en eau vive, en lac, on va dire, et pas en piscine. Et ça aurait été intéressant pour moi parce que du coup sur le triathlon de Vichy après derrière, où j'ai enchaîné sur le triathlon de Vichy, j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir beaucoup de courant du coup sur la natation, et là j'ai perdu pied et je suis sorti de l'eau. Et j'aime bien cet échec, en vrai j'aime bien cet échec, tu vois, parce que ça m'a aussi permis de me remettre en question, d'essayer de comprendre pourquoi j'y suis pas arrivé. Et en fait, nager en piscine, nager en lac ou nager dans une rivière, ça n'a strictement rien à voir. Et j'imagine même pas faire un tri en mer, tu vois. En pleine mer, ça doit être vraiment autre chose. Et donc, du coup, ce premier tri à Vichy, t'es sorti de l'eau, donc t'as pas été au bout. Et après? Et après, non, j'ai pas refait. Si, j'ai refait un. Non, j'ai pas refait de tri. Et j'ai refait un duathlon. J'ai refait un duathlon après derrière à Chantilly. Un run bike à Chantilly. C'est le Castle Race. Je sais pas si ça parle. Je sais pas si on peut dire les organisations. Donc c'est tout un week-end sur Chantilly où tu as un peu toutes les disciplines, du 5 km au marathon en course à pied, du triathlon S
M, L, XL, en passant par du duathlon courte et moyenne distance. Donc moi j'étais parti sur le moyenne distance. Alors si je me souviens bien, on était sur 40 km de vélo et 10 km de course à pied. J'avais enlevé la natte parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, la natte c'est un peu moins mon truc. Et je pense que les triathlètes qui persévèrent là-dedans, bah, chapeau à eux, j'avoue. Moi pour en avoir fait pendant 1 an, la natte c'est vraiment le truc où j'ai encore du mal. Mais j'espère pouvoir y revenir parce que c'est vraiment un sport qui est... moi je trouve qu'il est top. Après il faut beaucoup de temps aussi et beaucoup d'organisation. Donc pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir faire des sessions et tout ça. Donc ce qui a fait que c'est vrai que cette année je me suis un peu plus concentré sur la course à pied. Bah, donc on désespère pas, un de ces quatre, de te voir au départ et surtout à l'arrivée d'un triathlon. Bah carrément, carrément. Franchement, c'est un objectif que j'ai de vraiment terminer un triathlon, déjà un olympique. Et puis après, pourquoi pas aller plus loin. Mais déjà sur le tri, finir un olympique, c'est vraiment un des objectifs que j'ai. Pas dans les prochains mois, mais peut-être dans les prochaines années. Ouais. Bon, écoute, on suivra ça de près. Aujourd'hui, on se parle aussi, et surtout, comme tu l'as dit en introduction, parce que tu as préparé un marathon, et même pas un, mais deux. Qu'est-ce qui était à la genèse de ce, normalement, un marathon que tu préparais, vu que tu nous as déjà mis dans l'ambiance, tu nous as dit que tout ce que tu faisais au niveau sportif, c'était des défis à la con avec des potes. Bah, j'ai envie de dire c'était la continuité du truc. C'est que la continuité de moi dans la course à pied où bah, comme je t'ai dit hein, j'ai commencé sur un coup de tête sur un semi-marathon où j'ai fini mais vraiment sur les rotules. J'ai plus marché pendant 2 semaines, j'avais des courbatures comme pas possible et là je me suis dit non c'est pas possible. C'est que là soit je suis trop vieux, j'avais la trentaine encore hein. Soit je suis trop vieux, soit je suis complètement rouillé et je pouvais pas l'accepter. Donc je me suis dit, allez, on se remet en selle, on se reprend en main, on est vraiment sérieux et on s'organise pour pouvoir reprendre une bonne condition physique et la forme. Et donc du coup, j'ai enchaîné des 5 km, j'ai enchaîné des 10 km, j'ai enchaîné des semis. Et je me suis senti de plus en plus à l'aise sur ces distances-là. Et je me suis dit, bah, naturellement, bah, qu'est-ce qu'on fait après? Bah, on essaye de monter sur du marathon. Donc, bah, on monte sur la discipline du marathon, mais par contre, le marathon, c'est plus de prépa. C'est quand même un peu plus difficile en termes de timing, en termes de temps, et puis après de se jauger sur ben, la distance, jauger sur ce temps de course qui est quand même relativement long, et bah, voir un petit peu ce que ça va donner. Donc voilà la genèse du pourquoi le marathon. Tu le disais, tu t'es mis à courir de plus en plus après ton premier semi, peut-être pour conjurer le sort ou pour te prouver que tu en étais capable. À ce moment-là, tu t'entraînais tout seul, tu y allais au feeling, tu sortais, tu mettais tes baskets, tu essayais de faire le même parcours le plus vite possible, quitte à arriver rouge écarlate. Enfin, c'était quoi ton entraînement à l'époque ? Non, les premières fois, la première année, c'était vraiment déjà, il faut courir et voir si on prend du plaisir à courir, tout simplement. J'ai envie de dire, si tu fais un sport, tu prends pas de plaisir et ça reste une corvée, tu tiens pas longtemps. Donc sur la longueur, ça sert à rien. Et la première année, c'était vraiment ça, prendre du plaisir, finir des courses, prendre des dossards malgré tout. Parce que j'en parlais dernièrement avec des amis hein, où ils me disaient mais comment tu fais un marathon et comment moi courir 5 minutes ça me saoule déjà. Je leur dis bah ouais mais tu vois le fait de prendre un dossard, de te dire j'ai un objectif de course dans quelques mois, déjà dans ta tête ton mindset est totalement différent parce que tu cours avec un objectif futur et tu t'es mis peut-être par toi-même un petit challenge et donc du coup tu te dis bah ok à telle date j'ai cette course, donc il faut que je me prépare pour. Donc t'as pas trop le choix. Enfin, t'as toujours le choix, mais c'est soit le choix de pas y aller, ce qui est pas vraiment un choix entre guillemets si tu t'es inscrit, mais voilà, t'as cet objectif-là. Et donc du coup, voilà, la première année, c'était vraiment prendre du plaisir, appréhender la course à pied, se mettre dans le mood de la course à pied. La deuxième année, je me suis entraîné un peu plus sérieusement, on va dire. Donc j'avais regardé un petit peu, je me renseigne beaucoup sur Internet, sur des articles que je peux lire, sur des vidéos que je peux voir, sur YouTube, sur des entraînements. Et je me suis un peu discipliné là à faire
de la longue distance, à faire de l'EF, donc de l'endurance fondamentale, à travailler mes allures, à faire du fractionné. Tu vois, tout ça, la première année, tu m'aurais dit ça, le vocabulaire, ne serait-ce que le vocabulaire que je te donne là, la première année, bah, je connaissais pas du tout. Et donc la deuxième année, je me suis un petit peu plus structuré seul à m'entraîner. Et puis là, sur la troisième année, bah, c'était plus avec des copains. Comme je t'ai dit, bah, des gens qui te voient courir, bah, tu partages un peu tes résultats à droite, à gauche avec les gens. Et puis l'émulation fait que bah, certaines personnes de ton entourage te disent «Ah, moi j'aimerais bien courir». Et bah toi, tu les emmènes avec toi. Donc tu dis «Bah écoute, je fais une petite sortie EF où je vais vraiment pas vite, ou je fais une autre sortie vraiment facile. 4-5 km, si tu veux, tu peux me suivre sur 4-5 km. Et puis après, moi, je ferai le reste de mon entraînement. Ça permet aussi à toi bah, que ce soit moins monotone. Hein. J'avoue que courir tout seul, c'est vrai que c'est monotone et que c'est difficile. Et il faut vraiment de la discipline pour courir seul tout au long de l'année. Mais quand tu as des gens autour de toi et puis tu as cette ébullition avec bah, des personnes de ton entourage, bah, ça te permet aussi à toi de les encourager à chausser des baskets et à venir prendre un peu de bitume avec toi. Ouais, ça c'est le bon tips que tu donnes, parce que c'est vrai que quand on est confronté à parler de son sport, de son activité avec des amis, avec des connaissances et qui te disent ah bah moi aussi je cours, j'aimerais bien venir courir avec toi mais j'ai pas le niveau. Non mais attends, c'est pas une question de niveau. Effectivement, si t'estimes que tu cours le moins vite, et bah écoute, on fait l'échauffement ensemble. Après, je vais faire ma série et puis ou ma séance un peu plus longue. Et puis si t'es encore en jambes, et ben on se retrouve pour faire la partie récup. Et voilà, finalement, on a partagé une partie de la séance ensemble. On est parti ensemble, on arrive ensemble, on a discuté 5 minutes et puis on s'est motivés tous les deux. Et qui sait, peut-être que ça créera des vocations aussi chez la personne qui t'a accompagné et qui va se mettre à courir de plus en plus. Mais en tout cas, comme tu dis, ça rompt la monotonie aussi. Ouais, clairement. Et puis, petit tips aussi, ce qui est bien de le faire, c'est sur des séances de fractionné ou sur des séances où tu es sur piste. Alors, quand tu as la chance d'avoir une piste, c'est bien d'inviter du monde avec toi. Parce que 400 mètres d'une piste dans un vasque clos, tu vois, chacun fait son entraînement à son rythme. Mais comme tu dis, l'échauffement, on le fait tous ensemble. Et puis, bah, tu vois, avec l'expérience, je sais aussi selon le niveau des personnes, bah, je leur donnais des tips sur bah, les allures peut-être les allures à prendre ou alors bah, la distance à faire, tu vois. Donc je leur disais bah voilà, tu peux faire un tour de piste tranquille, tu te reposes un petit peu, tu fais un autre tour de piste et puis ça leur met surtout pour des personnes novices sur la course à pied qui n'ont pas forcément de montre pour contrôler leur allure ou leur rythme cardiaque, bah, c'est de leur dire bah voilà, tu dois te situer un petit peu dans cette zone-là où tu arrives à respirer mais tu n'arrives pas forcément à parler. Tu vois, où tu dois cette fois-ci te mettre dans une phase où ben, tu dois pouvoir parler à quelqu'un, ne serait-ce que même à toi-même, ou à réfléchir. Ou un truc que j'ai appris là sur le dernier semi que j'ai fait, c'est faire des maths. Je reviendrai dessus tout à l'heure quand tu cours. Quand tu arrives à faire des maths quand tu cours, c'est que tu es en très très bonne forme. Ouais. Mais c'est souvent une blague qu'on se fait entre connaisseurs. Mais c'est vrai que quand tu es à fond sur une séance de fractionné et puis ton pote il arrive à la fin de la série, donc c'est le moment où il va pouvoir prendre 1 minute ou 2 pour récupérer et que tu lui dis vas-y 10 plus 10 3 bah ouais ok. Effectivement quand tu commences à faire des maths même les plus basiques ou quand tu es encore en capacité de faire des maths même les additions ou les multiplications les plus basiques, c'est qu'effectivement tu es en forme. C'est ça. Mais donc tu pourrais sur un stade, c'est vraiment moi je trouve que c'est vraiment l'endroit où tu peux vraiment amener du monde avec toi parce que c'est vrai que sur des distances pour des novices, tu vas leur dire on va courir 5 km, on va courir 4 km, on va courir 12 km, pour eux c'est exactement la même chose. C'est trop loin encore de leur vision entre 5 et 12, j'ai pas l'impression qu'on sache vraiment quand on débute la réelle distance et la réelle longueur que ça va prendre. Donc c'est vrai que sur piste, c'est vraiment le truc, tu vois, j'ai expérimenté plusieurs fois et c'est vrai que la piste, c'est vraiment l'endroit où j'aime bien amener bah, des collègues, des amis pour une première séance et ça leur permet eux aussi de voir autre chose. Ouais, c'est clair. Et du coup, dans le cadre de ta prépa, tu t'es fixé à un moment, ok, maintenant c'est objectif marathon. Comment tu choisis le marathon, la date, comment tu structures ton entraînement? Alors le marathon et la date, j'ai envie de dire que je m'étais fixé Paris. Je m'étais fixé Paris en tant qu'objectif et donc la date était posée. La date de l'ouverture des inscriptions était posée dans ma tête. Il fallait que je sois dans les premiers pour pouvoir prendre mon dossard pour Paris. Comme ça au moins mon objectif était placé, mon objectif était fixé
et j'avais plus qu'après à dérouler ma prépa. Donc grosso modo, si je me souviens... Ouais, puis tu avais déjà vidé ton portefeuille, enfin ta paye du mois, parce que maintenant, s'inscrire sur le marathon de Paris, ça coûte un SMIC. C'est exactement ça, c'est exactement ça. J'ai essayé d'emmener un pote à moi sur le marathon de Paris cette année, mais il m'a dit non, non, mais moi je l'ai fait il y a déjà quelques années de ça. J'ai payé, je sais plus, moins de 100 euros, je crois, le dossard, tu vois. Et là, impossible pour moi de mettre plus de 100 euros dans un dossard pour une course que j'ai déjà fait, quoi. C'est l'inflation, on va dire, du running aujourd'hui qui prend. Alors, je connais pas du tout moi le marathon de Paris, donc j'espère que l'organisation en vaut la peine et on verra bien. Non, mais c'est clair, ça en vaut la peine. Et puis c'est mythique de traverser Paris en courant. Et souvent, quand même, il fait beau le deuxième week-end d'avril. Donc, il y a des chances que ça se passe bien. Donc là, au moment où on enregistre, on l'aura compris, tu es en fin de prépa. Mais donc, objectif, Paris 2026. Mais attends, c'était pas que Paris. J'ai raté un truc ou quoi? Alors de base, pour refaire la petite histoire, c'était que Paris. De base, c'était que Paris. Et si on remonte un peu l'espace spatio-temporel, je suis fin 2025. Ouais, fin 2025, c'est ça. Les inscriptions pour le marathon de Paris ouvrent. Je m'inscris, j'ai mon dossard, tout va bien. J'ai ma date pour le marathon de Paris. En avant, Guingamp, c'est parti. Je suis serein. Et puis, il faut savoir que j'ai un frère. Mon frère habite au Japon. Il habite à Tokyo. Et j'avais jamais été le voir. Ça fait maintenant peut-être 3 ans qu'il habite là-bas. Et j'avais jamais été le visiter. Lui, par son boulot, fait des allers-retours entre Tokyo et Paris. Donc on arrive quand même à se voir. Et puis maintenant, la technologie fait qu'on arrive à être beaucoup plus en contact. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas m'inscrire au marathon de Tokyo. Voilà. Et donc là, je regarde les dates d'inscription, je regarde comment est-ce que ça se passe et je vois que c'est un tirage au sort qui a très peu de places. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est 39 000 places pour 300 000 demandes en moyenne. Donc je me suis dit, allez, de toute manière, j'ai une chance sur X de l'avoir, donc je vais mettre mon nom et puis de toute manière, après c'est de la loterie et puis on verra bien si je l'ai ou pas, sans aucun espoir, rien du tout, quoi. Et donc arrive le jour fatidique du tirage au sort où on a un décalage horaire, nous, à Paris avec Tokyo, et donc du coup le matin je reçois une notif sur mon téléphone, je me dis ah oui c'est vrai, je m'étais inscrit sur le marathon de Tokyo, de toute façon c'est perdu, je vais me préparer, je vais aller au boulot. Et arrivé au boulot, je regarde quand même la notif et là je vois ah j'ai été pris. Tu vois, avant ça, je m'étais fait des films en me disant mais jamais je serais pris. De toute manière, vu le prix auquel les tour opérateurs te vendent les major marathons, hein, parce que Tokyo fait partie des 7 majeurs, je me suis dit mais jamais moi, en tant que random guy sur un tirage au sort, sur 300 000 personnes, j'aurais droit à un dossard. Et bah si, comme quoi la loterie ça marche. C'est vrai, et on se dit toujours, mais non, c'est cheaté, c'est pas possible, c'est juste pour nous faire croire que, mais de toute manière, tout part vers les tours opérateurs pour nous faire payer de plus en plus. Mais non, j'en suis la preuve, j'ai fait le tirage au sort du marathon de Tokyo, et ça s'est fait. Et donc voilà, après, de un marathon prévu sur Paris, je me suis retrouvé à faire 2 marathons en l'espace d'1 mois et demi, un à Tokyo et un à Paris. Bon, donc Tokyo, c'était fin février, début mars? 1er mars. 1er mars 2026, ouais, exactement. Bon, et comment s'est passé ce premier marathon qui n'était pas le premier que tu avais prévu? Trop bien, franchement trop bien, et réellement, alors je pense que vraiment un marathon ça se prépare, tu vois. Alors peut-être qu'il y en a un sur je ne sais combien de milliers qui vont te dire mais non mais moi je me lève et je vais le courir. Certes, ça va être un sur des milliers, mais vraiment ça se prépare. Moi je m'étais préparé quasiment 6 mois avant pour vraiment arriver à cette distance-là, parce que je te dis, la plus grande distance que j'avais fait avant la prépa, c'était le semi-marathon, donc 21 km uniquement, et j'avais pas jamais été au-delà.
Et ce marathon-là, je l'ai préparé pendant 6 mois en faisant des courses plus ou moins longues, en allant de plus en plus loin. Et celui-ci, le marathon de Tokyo, s'est super bien passé. Parce que l'ambiance était folle. Le temps était au rendez-vous. On a eu un très très grand soleil. Alors, n'en déplaise à ma femme et à mes enfants, le jour du marathon, c'était le plus beau jour de nos 2 semaines de vacances. Et du coup, on a allié aussi marathon et plaisir, parce qu'on en a profité pour visiter Tokyo sur les 2 semaines de vacances où on était là-bas. Et la meilleure journée de toutes nos vacances, c'était durant le marathon. Donc, Tant mieux pour toi, tant pis pour eux. Alors, quoique, tant mieux pour eux aussi, parce que j'imagine qu'ils sont venus te voir et du coup, c'est quand même plus sympa de regarder quelqu'un qui passe plus ou moins vite, 1 ou 2 fois sur le parcours, quand il fait beau, plutôt que d'être sous la flotte avec un parapluie. Clairement. Et je t'avoue que les avoir vus sur le parcours, tu vois, c'est aussi une des choses qui m'a fait tenir. Tu vois, à un moment donné, quand tu es un peu dans le down, que tu as envie de relancer un petit peu et que tu vois une tête familière, tu vois, et qui plus est ta famille, ça rebooste mes puissances 12 000, quoi. Bon, du coup, j'imagine que tu as croisé ton frère aussi sur le parcours. Ouais. Du coup, comme on était sur Tokyo, on a rejoint mon frère là-bas, donc on s'est vu et puis on était ensemble sur la quasi-totalité du voyage. Ils étaient avec ma femme, mes enfants sur le parcours. On s'est vu à 2-3 endroits différents jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc c'était franchement super cool. Vu comment le parcours était fait, je m'attendais pas à les voir autant réellement. Parce que c'est vrai qu'entre certains endroits, il y avait quand même un peu de distance. Donc on s'est vu plusieurs fois et c'était vraiment, vraiment cool. Et même à l'arrivée, malgré le monde qu'il y avait à l'arrivée, ils ont pu trouver un bon spot pour qu'on puisse se vendre. Et donc vraiment ambiance folle. Le parcours est complètement dingue. Pour ceux qui connaissent Tokyo, on passe par tous les endroits touristiques que des beaux endroits autour de Tokyo, que ce soit Akihabara, que ce soit Asakusa, que ce soit Shibuya. Voilà, ça donne un peu les endroits sur lesquels on passe. Mais l'ambiance est vraiment, vraiment dingue. Tu as du monde sur les 42 km, tu as du monde partout. Il n'y a pas vraiment un seul endroit où tu n'as personne. Il y avait du monde, mais vraiment du kilomètre 0 au kilomètre 42, tu avais du monde et ça te porte vraiment. Bon, alors du coup, ça donne quoi ce premier marathon, au-delà d'avoir passé du temps avec la famille, au-delà d'avoir été reboosté, c'était pas tout à fait dans tes plans de prépa, mais bon, tu l'as fait quand même, et ça donne quoi en termes de, juste comme ça, en termes de temps pour ce premier opus? En termes de temps, on est sur un temps en 4h25. Ok. Pour mon premier marathon, tout en sachant que je vais revenir un peu sur quand tu fais des maths, quand tu cours, c'est que t'es vraiment bien, tu vois. Moi, j'ai eu la lucidité aussi de réfléchir durant ce marathon et j'ai pu vraiment courir ce marathon de façon aisée et à l'aise, ce qui a fait que sur les derniers kilomètres, je me suis quand même dit, quand même, t'es à Tokyo, gars, il fait beau. C'est pas ton objectif premier, tu vois. Donc, vas-y, kiffe, tu vois, kiffe. Donc, j'ai quand même bien ralenti, même marché, même joué avec la foule. Je te dis, l'ambiance était tellement folle. J'ai couru 37 km en me disant, c'est une sortie vraiment très longue, à rythme marathon, du kilomètre 0 jusqu'au kilomètre 37. J'étais vraiment sur mon allure marathon que je cible sur Paris, tu vois. Voir si ça tient déjà et me dire, au kilomètre 37, je me suis arrêté, j'ai regardé un peu autour de moi, enfin je courais, mais mon esprit s'est arrêté en regardant autour, en voyant la tour de Tokyo, en voyant le panorama, le beau temps, les gens qui étaient fous à côté de toi. Je me suis dit non, en fait, j'ai fait tout ça d'avion. Si ça se trouve, coup de bol pour ce marathon-là, j'ai un dossard et il faut en profiter. Je sais pas si un jour dans ma vie, je pourrais refaire ne serait-ce qu'un des 7 majors, tu vois. Donc j'ai quand même la chance de faire un des 7 majors et faut en profiter. Je me suis vraiment dit, j'ai eu cette lucidité de me dire faut en profiter, faut vraiment y aller. Comme c'était mon premier, il fallait y prendre du plaisir aussi parce que je voulais pas le faire dans la souffrance. Et du coup, j'ai alterné à la fin sur un peu de marche, un peu de course, un peu de marche, un peu de course. Donc c'est peut-être pour ça le 4h25, là où pour Paris, je vise quand même un vrai chrono parce que Paris, je me dis que
vivant à Paris, je connais le décor, je connais le panorama et je vais juste devoir y aller, quoi. Bon, c'est quoi ton vrai chrono, entre guillemets, à Paris? Tu sais, c'est comme quand tu parles avec des sportifs de haut niveau et qui te disent mes parents ils m'ont dit de trouver un vrai job. Bah non, mais il n'y a pas de vrai chrono. C'est quoi ton objectif sur Paris? Alors mon objectif sur Paris, mon objectif réel, ce serait 3h45. Si j'arrive à faire un 3h45, je suis dans le Saxe 3h45. Donc si j'arrive à faire 3h45, je serai le plus heureux de tous. Si j'arrive à faire en dessous 3h45, ce sera cherry on the cake, j'ai envie de te dire. Et voilà, c'est un peu l'objectif que j'ai là, c'est entre 3h45 et 3h30. Bon, écoute, si ça peut te rassurer, c'était quand c'était en 2009, je crois. J'ai fait Paris avec un pote qui était blessé. Paris, mi-avril, on fait 4h20. Et j'en ai chié, pas parce que c'était dur, mais parce que je me suis mis à l'allure de mon pote, qui était blessé encore une fois. Et du coup, c'était difficile de faire aussi long. Et un mois et demi après, donc c'est un peu la même configuration que toi, mais à l'envers, j'habitais déjà à Luxembourg et j'ai fait le marathon du Luxembourg, qui est autrement plus compliqué parce qu'il est beaucoup plus vallonné et il y a beaucoup plus de virages, etc. Et là, je signe à 3h35. Donc, si ça pouvait te faire pareil pour toi, ce serait quand même pas mal. Ah bah, je prends. Si on arrive à être sur la même configuration, je t'avoue que je prends, mais totalement, quoi. Bon, écoute, encore une fois, c'est le pire qu'on va te souhaiter. Tu nous as parlé un petit peu de comment tu avais structuré ta prépa, c'est-à-dire tu t'es beaucoup renseigné, tu as essayé de voir comment orchestrer ça, et puis tu as mis en œuvre. Sur ces 6 dernières semaines, comment est-ce que tu structures entre les deux marathons? Tu as pris 15 jours de vacances au Japon, j'allais dire au Canada, au Japon. Donc, tu as fait ton marathon, tu as pris tes 15 jours de vacances. Donc, j'imagine que là, déjà, tu as un petit peu encaissé, coupé, tu as un peu récupéré avant de repartir dans le jus. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que, si tu veux, le marathon s'est couru en plein milieu des vacances, en plein milieu des 2 semaines de vacances que j'avais positionnées. Donc, la première semaine, j'ai pu courir un petit peu durant mon affûtage. J'ai dû faire 1 ou 2 sessions à 5-6 km, mais vraiment pas plus, parce qu'il faut quand même encaisser aussi le voyage et le décalage horaire. Donc, j'ai pas voulu trop forcer là-dessus pour arriver vraiment frais le dimanche lors du marathon. Le marathon, une fois que je l'ai couru, la semaine d'après, on était complètement en vacances. Et là, je me suis dit, bah là, je coupe vraiment. La course à pied. Donc là, j'ai vraiment pas couru de toute la semaine. Mais par contre, on a beaucoup marché. Alors Tokyo, quand il fait beau, c'est une ville où tu peux vraiment facile marcher des kilomètres et des kilomètres. Donc on a quand même beaucoup marché, donc ça a activé un petit peu les jambes quand même. Alors pas un rythme fou, mais ça permettait de tourner un peu les jambes. Ouais, d'oxygéner, quoi. Dès le retour, et puis dès le retour en France, alors je te passe les détails de mon retour en France parce que j'avais un transit vers une zone aujourd'hui en guerre malheureusement. Et donc du coup ça a retardé un petit peu mon retour. Mais du coup une fois retourné à Paris, j'ai rechaussé les baskets assez rapidement pour déjà me remettre dans le rythme. Et je t'avoue que retour de vacances c'était compliqué. Les premières sorties elles sont très très longues, mais très très longues dans le sens tu pars pour 10-15 km et ouais c'est long. C'est long parce que tu n'arrives pas à trouver ton rythme, tu as les jambes lourdes et il faut refaire du jus, comme tu dis. Et donc là, tu structures et tu te dis... alors le premier truc que tu dis, c'est pas je structure et j'essaie d'avancer. Le premier truc que tu dis, c'est j'ai Paris dans 1 mois et demi, comment je vais faire? Parce que quand tu fais les premières sorties et que tes jambes ne répondent pas, c'est dur. C'est dur à te dire, dans 1 mois et demi, j'ai Paris, 42 km encore, ça va être compliqué, surtout si tu as envie de faire une perf, mon copain. Donc, un petit peu dur. Et puis après, tu te restructures et tu dis, bon, allez, on se ressaisit, et puis tu refais une autre séance où tu essaies de mettre un peu plus de rythme. Et là, ça commence à rentrer. Donc, j'étais parti sur 4 sorties la semaine de mon retour, où j'ai fait vraiment 3 sorties faciles, mais vraiment faciles, donc en dessous de mon rythme de course, et une séance d'intensité où j'ai fait, je crois, un 4 x 1000 mètres. J'étais parti pour faire un 4 x 1000 mètres à peu près à 4 du kilo, tu vois. Et alors j'avais pour objectif d'en faire 6 ou 7, j'en ai fait 4, et là j'ai dit ouais, bah c'est bien.
4, ça suffira. C'est exactement ça. Parce que comme je t'ai dit, bah, je structure moi-même mes entraînements et j'ai personne pour me dire calme-toi, arrête-toi, tu risques la blessure. Donc aussi sur ce mois et demi entre les deux marathons, c'était le gros objectif aussi, c'était de pas se blesser. C'est de refaire du jus et pas de se blesser parce que on le connaît tous, hein, le moment où ça va un peu moins bien, on se dit bon, ça va passer si je m'entraîne un peu plus fort ou si j'essaye d'y aller un petit peu plus fort. Et c'est là que ça pète. Et c'est là que du coup, tu risques la blessure et après derrière, tu peux pas courir. Alors après, un gars qui travaille dans l'IT, qui manage qui manage des informaticiens ou les gars du support, tu joues un petit peu avec les LLM quand même, avec l'IA. Est-ce que tu joues aussi avec ces outils-là, notamment pour ta préparation? Ouais, exactement. J'ai utilisé aussi notre ami ChatGPT pour structurer un peu mon entraînement. Là dernièrement, je l'ai aussi utilisé pour structurer mon affûtage là sur la fin de prépa avant Paris. Donc c'est aussi des informations que je vais chercher et de temps en temps je l'adapte aussi. Je l'adapte aussi à la sensation. Je fais pas mal de choses aussi à la sensation où je me dis ok, aujourd'hui l'entraînement ça va être ça. Mais si je sens que j'ai les jambes, soit je vais mettre un peu plus de rythme, soit je vais allonger le temps de course, soit je vais allonger la distance. Mais je sais que je vais soit prendre, je te dis, une sortie, soit via ce que va me donner ChatGPT ou ce que va me donner aussi ma montre ou ce que je vais voir un petit peu sur les réseaux. Donc les programmes d'entraînement qui sont un peu donnés à droite, à gauche, voir si ça se cale un peu sur mon rythme à moi. Bon, il paraît que Claude, pour ça, est quand même un peu meilleur que ChatGPT. Et puis, le petit hack là-dessus, c'est aussi une fois que tu as fini ta séance. Alors, le mieux, ce serait d'exporter tes données depuis ta montre, mais c'est toujours un petit peu complexe. En revanche, une fois que ta séance, elle remonte dans Strava, tu lui balances l'URL publique de Strava et il va l'analyser un petit peu. Donc, c'est pas mal après pour avoir un retour post-séance sur continuer à adapter, avoir un petit peu cette façon de faire agile, si on parle un petit peu gestion de projet, et qui puisse te dire, effectivement, là, tu étais parti pour 4 fois 1000 ou 6 fois 1000 sur piste à 4 kilos avec X temps de récup. De ce que je vois sur l'analyse de ta séance, peut-être que tu aurais pu en passer 5 ou 6, donc ça veut dire que tu es en forme, donc on va ajuster pour le programme d'après. Ou au contraire, tu en as passé 4, tu devais en passer 6, tu es un peu HS, écoute, on va ralentir un petit peu le volume ou l'intensité pour la semaine prochaine, ou au contraire, on va mettre plus de volume que d'intensité. Enfin voilà, le petit hack pour continuer à structurer ton entraînement avec l'IA. Ah trop bien. Franchement, ça je le prends parce que je t'avoue que j'y avais jamais pensé de me dire je vais mettre mes données sur Claude ou sur ChatGPT et voir un petit peu ce que ça me ressort. J'étais beaucoup plus en mode voilà le résultat attendu, sors-moi, et puis après derrière je reposais des questions. Mais je prends ce hack qui est franchement top. Bon, et je pense qu'en plus maintenant, on peut faire encore mieux avec Codex de ChatGPT ou avec Claude Code. Tu dois pouvoir te développer ta propre interface qui va se connecter directement par API, soit à ta montre, soit à la plateforme de ta montre, soit à ton Strava, et puis à l'analyser en direct. Et que tu n'aies même plus besoin de lui mettre en input tes données. Il va les analyser dès qu'elles entrent, dès qu'elles sont synchronisées. Et puis après, tu vas recevoir un message ou un mail pour te dire hop, allez, viens là, il faut ajuster le programme. Ah ouais, non, mais clairement. Non, mais clairement. Ok, écoute, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode, surtout que, on l'a dit, on enregistre, on est un peu moins d'une semaine, un peu moins de 10 jours du marathon. Donc là, tu es en pleine période d'affûtage. Là tu as réduit considérablement le volume et l'intensité. Ouais, exactement. Donc là, j'ai quand même bien réduit le volume depuis la semaine dernière et l'intensité. Donc là, la semaine dernière, j'ai fait 3 sorties. Donc 2 sorties EF et une sortie 2 fois 5 km allure marathon, tu vois, donc vraiment des petites sorties. Et là cette semaine j'ai prévu 2 ou 3 sorties cette semaine, pareil, selon la forme.
ça va être de l'EF, quoi qu'il, sur petite distance. Et puis après, voir si je me refais pas un petit 5 km allure marathon vendredi ou samedi, juste avant le marathon. Ouais, moi je te dirais, après c'est que mon conseil, hein, mais n'oublie pas la mise en train, c'est-à-dire la veille de la compétition, donc en l'occurrence le samedi, cherche pas à te faire un entraînement à allure marathon. Par contre, ce qu'il faut que tu fasses, c'est un bon échauffement. 10 bonnes minutes, tu vois, mais vraiment très très lente pour bien sentir que ton corps il monte en température. Après, tu fais un petit peu d'exercice technique de course, donc lever de genoux, talons-fesses, des choses comme ça, mais pas de choses violentes parce que l'objectif c'est pas d'aller se blesser. Et puis après, tu mets un petit 10 minutes où alors sans chercher l'intensité, tu vas chercher un petit peu de répétition de rapidité, tu vois. Si ton marathon, si tu veux partir sur 3,45, ça te fait un tout petit peu plus de 5 minutes au kilo. Et ben là, tu vas te faire 2 fois 1000 à 5 au kilo, quoi. Sans mettre de temps de récup. Et puis derrière, tu refais un petit peu de retour au calme. Si tu as fait 10 minutes d'échauffement, tu fais 10 minutes de retour au calme. Ça te fait finalement une séance de une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais vraiment, c'est pas d'intensité, c'est juste pour être prêt pour le lendemain. Et puis le lendemain, le dimanche, alors surtout si tu es parisien, tu y vas pas avec ton gros sac de sport, etc. Juste avant de rentrer dans le sas, tu te fais quelques rappels, tu te fais 3-4 accélérations pour faire monter un petit peu le palpitant, pour réchauffer aussi un peu le corps. Et puis au coup de feu, déjà il y a 20 minutes le temps que toute la première partie, les premiers sas y partent. Et puis après, toi, t'enchaînes. Ok, je prends ce conseil. Merci beaucoup. Ce que je te propose, c'est une fois que tu as fini ton marathon, tu m'enverras un petit vocal et puis je l'intégrerai en capsule sur cet épisode. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, le son va changer. Mais oui, ce sera la capsule de Think Boom qui reviendra avec nous sur son marathon. Écoute, j'ai encore 2 petites questions. La première, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Toi qui as un petit peu goûté au triathlon, même si tu y as goûté de loin, notamment au M de Vichy, quel serait ton meilleur conseil pour devenir triathlète ? Meilleur conseil pour devenir triathlète, ça va être éménager, déjà, je pense. Et non, mais après, c'est vraiment se discipliner et persévérer. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la natation, c'est très difficile. Et alors, je dis très difficile parce que des 3 sports, c'est le sport le plus technique. Donc si tu n'as pas la technique, tu ne tiendras pas la distance, tu n'auras pas le souffle pour avancer. Donc c'est pour ça qu'il faut persévérer, il faut vraiment y aller, persévérer, se persuader qu'on peut y arriver, avoir la discipline d'y aller, parce que je veux bien comprendre, soit d'y aller très tôt, on travaille tous, hein, donc d'y aller très tôt le matin ou très tard le soir, après 20h, aller dans l'eau, sortir les cheveux mouillés, machin, tout ça, c'est pas super évident. Donc vraiment persévérer et puis comme tout, hein, c'est ça, c'est même en vélo, hein, même en vélo, les premières fois, c'est difficile de se dire et le vélo c'est facile, je vais enchaîner mes 40 ou mes 60 km sur ma première sortie. Le vélo ça fait mal, il faut avoir les cuisses pour, il faut persévérer, il faut continuer. Tu vois, là je suis toujours encore dans ce mindset de me dire que je vais faire un tri parce que je vais au boulot, j'y vais en vélo actuellement, et puis les beaux jours vont m'aider à aller de plus en plus en vélo, donc ça me permet aussi de toujours avoir cet entraînement tri, mais peut-être qu'un jour je pourrai aller à la nage en vélo par le canal de l'Ourcq via la Seine, ça va être pas mal. Ouais, il va falloir encore quelques années, je pense, hein. Même si la Seine va devenir, au-delà d'être navigables, nageable, on n'est pas encore dans la lyre. Mais non, persévérer, se motiver, c'est vraiment les deux conseils que je peux donner. Bon, et puis pour mettre en parallèle, comment on devient marathonien ? Comment on devient marathonien ? Par l'envie. Franchement, il faut avoir envie. Je pense que je te l'ai dit en préambule de notre rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai couru mon premier marathon. Je vais courir mon 2e marathon. Maintenant, est-ce que j'aime le marathon ? Je ne sais pas encore. Parce qu'il faut aimer le marathon. Je pense qu'il faut aimer le marathon et il faut vraiment avoir envie d'aller faire un marathon. Parce que sur des... alors maintenant, je vais appeler ça des distances courtes, que ce soit le 10 km ou le semi-marathon. Parce que grosso modo, tu pars pour moins d'1 heure de course ou pour un petit peu plus d'1 heure de course. Mais je pense pas que tu vas au-delà de 2 heures.
quand tu cours régulièrement, tu vas jamais au-delà de 2 heures pour un semi-marathon. Donc tu sais qu'en 1h30, 1h45, allez, maximum 2 heures, tu as fait ton semi-marathon en étant un coureur régulier. Par contre, un marathon, c'est 2 fois la distance. Tu pars entre 3 heures et 4 heures et tu es beaucoup sur de la gestion. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que 80% de ta course, c'est vraiment de la gestion. Ah, faut pas que j'aille trop vite, faut pas que je me crame, faut vraiment que je fasse attention à cet endroit-là. Est-ce que je suis passé dans le bon timing? Est-ce qu'il faut que j'accélère maintenant? Est-ce qu'il faut que je décélère? Le terrain monte, le terrain descend. C'est quand même pas mal de gestion. Et donc, est-ce que j'aime le marathon aujourd'hui? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'envie d'aimer le marathon. Et je pense que pour devenir marathonien, il faut vraiment avoir l'envie. C'est noté. J'ai un point qu'on n'a pas abordé. Bon, il y en a quelques-uns, mais notamment un. C'est que pendant ta prépa, tu l'as documenté aussi. Tu as créé un compte Insta. Donc, non pas Papa qui court, comme j'ai dit en off tous les deux, mais Papa court un marathon. Pourquoi tu as eu envie de faire ça? Pourquoi j'ai eu envie de faire ça? Parce que j'arrivais sur le marathon. Donc, en vrai, je courais, comme j'ai dit, 10 semis. Et c'est des distances pour moi qui ont nécessité de la prépa, mais pas une grosse prépa et de me dire tiens, j'ai envie de regarder dans le rétro, tu vois, pour me dire par quoi je suis passé pour arriver à la finish line du marathon. Parce que pour moi, le 10 km, le semi, ça reste encore des distances accessibles, mais le marathon, les 42 km 195, c'est vraiment pas le plus dur. Le plus dur pour moi, c'est de tenir la distance sur les 6-8 mois de préparation avant cette ligne de départ et cette ligne d'arrivée. Parce que pour moi, si tu passes cette prépa, tes 42 km, ça passe, tu vois. Mais le plus dur, pour moi, ça reste vraiment l'organisation, la discipline, la motivation que tu vas avoir pendant les 6 mois de préparation de ça. Et je me suis dit, tiens, à un moment donné, je vais vouloir me poser. J'ai envie de me dire comment j'y suis arrivé et je vais me documenter ça. J'avais embarqué personne, hein. Ma femme n'était pas au courant, mes enfants non plus. Je suis parti un peu bille en tête là-dessus. C'était un peu mon projet perso où au départ, je me suis dit je vais me garder ça dans un coin et puis je regarderai tout seul au coin du feu l'hiver. Mais non. Après, je me suis dit si ça se trouve, même si sur le milliard de personnes qu'on peut être sur cette terre, j'arrive à motiver 1 ou 10 personnes à chausser des baskets et peut-être se dire qu'un jour il peut réussir un marathon en tant que random personne, pourquoi pas. Et je me suis dit je vais le documenter, je vais mettre un petit peu ce qui m'arrive pendant la prépa, par quoi je passe pendant la prépa, parce que pendant la prépa, faut pas oublier qu'on court en printemps, mais la prépa elle se fait en hiver. Donc en hiver, les gens se rendent pas compte, mais en hiver, on court, il fait 0, -2, il neige, il pleut, il vente, chose qui n'arrive jamais au printemps. Donc les prépas, c'est rarement printemps-été. Donc c'est plus pendant l'hiver où là, le terrain est bien dur et il faut vraiment être motivé et déterminé pour sortir et chausser ses baskets à 5h du mat par -2. Donc j'avais envie de... Sur le sujet de la prépa, finalement, quand t'es pas un coureur régulier qui avale des marathons au petit-déj, t'as jamais de bon moment pour te préparer en fait. Parce que les marathons de début de saison comme Paris ou comme Tokyo, en fait la prépa elle est pendant l'hiver, mais les marathons de fin de saison, septembre, octobre, comme Barcelone ou d'autres, t'as la prépa en plein milieu de l'été. En milieu de l'été, ça veut dire avec les vacances, avec les journées très longues, certes, mais avec les journées très chaudes aussi. Donc en fait, t'as jamais vraiment de bons moments pour préparer un marathon, sauf si t'es capable de le préparer en 3-4 semaines, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et en gros, l'envie, c'était de me dire comment je peux documenter le fait de devenir marathonien. Et puis demain, regarder dans le rétro moi-même et de me dire, c'est vrai que j'ai pu courir ces distances-là. Voilà par quoi je suis passé pour ma préparation et de laisser quelque chose. Et de par le nom que tu as choisi, Papa court un marathon, est-ce qu'il n'y avait pas aussi une envie de transmettre à tes enfants ? Ouais, carrément, parce que j'ai des enfants qui sont encore petits, j'ai une fille qui a 10 ans et j'ai un fils qui en a 5, et en gros,
c'était vraiment de leur dire, bah ouais, le sport, c'est quand même important. Moi, tu vois, grâce au sport, bah, je me suis fait des copains, je me suis challengé aussi à faire de l'effort. Parce que oui, l'effort, faire du sport, bah, c'est de l'effort, c'est de la discipline et c'est de la motivation, tu vois. Donc, des fois, ouais, bah, quand je les emmène au sport le matin, quand ils se lèvent, oh, j'ai pas envie, non, je suis fatigué, bah non, bah voilà. Moi aussi, des fois, j'ai pas envie d'aller courir, bah, j'y vais quand même. Même si ça reste que du sport loisir et ils prennent du plaisir vraiment à faire du sport, bah, ça leur permet aussi de se dire, je suis toujours dans l'exemple, hein. Donc, pour que mes enfants fassent quelque chose, ben, faut aussi que moi, je puisse leur montrer que je le fais aussi, tu vois. C'est pas juste de leur dire, bah, va faire du sport, moi je reste sur mon canapé et je joue à la PlayStation. Écoute, si alors je pense que toutes les auditrices et tous les auditeurs du podcast sont un peu dans la même démarche, mais s'il y avait beaucoup de parents qui pouvaient écouter et mettre en pratique, lead by example, n'est-ce pas? Pour terminer, Singboom, où est-ce qu'on te suit, qu'on t'encourage, qu'on t'envoie des propositions de plans d'entraînement ou alors des rendez-vous pour aller courir en région parisienne? Alors moi aujourd'hui je suis sur YouTube, Instagram principalement, donc @papa court un marathon. Et puis voilà, hein, c'est avec plaisir pour tous ceux qui ont envie de courir. Si vous avez des bons plans ou si vous avez des plans d'entraînement à m'envoyer, avec plaisir, vous pouvez me contacter directement sur ces deux réseaux. Bon, bah écoute, je te remercie. Le sujet de la nutrition, on ne l'a pas abordé, mais on se gardera ça éventuellement pour un autre épisode. Déjà, j'attends ton débrief du marathon de Paris et puis on verra avec ton prochain objectif parce que forcément, il y aura bien d'autres défis à la con et on pourra se refaire un épisode dans quelques années. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup, Sing. Ciao. Merci à toi. Ciao, bye bye. Salut Armano. Allez, finisher du marathon de Paris. Comme promis, je te fais un vocal. Je crois que je devais t'en faire un ce matin et j'ai complètement zappé. Peut-être trop concentré sur ma course. Mais ce matin, j'avais les jambes, j'étais en forme. J'avais passé une très très bonne nuit, donc ça c'était cool. Et puis là, on est genre 5 minutes après l'affiche New Shine et ça y est, on a fait le marathon de Paris. Franchement, une expérience de fou. Au final, je finis en 4h09 à la montre, peut-être en 4h12 avec le parcours. Donc on va attendre les résultats officiels pour pouvoir avoir le vrai chrono. Je t'avoue que le parcours était fou, mais fou. Jusqu'au 30e, il était assez simple. Et puis après, dès qu'on arrive au 30e, on passe du côté du Trocadéro avec tous les tunnels. Ça descend, ça monte. Et au Bois de Boulogne, avec les montées du Bois de Boulogne, ah celles-là, elles m'ont tué. Elles m'ont pris les jambes. Là, j'en pouvais plus. Sur les montées, c'était trop compliqué. Donc j'ai fait que marcher. Et puis après, j'ai repris une fois que c'était plat ou en descente. Mais franchement, le marathon de Paris, il était dingue. Je suis vraiment content de moi, même si l'objectif n'est pas atteint. J'avais pensé faire un sub 4 heures, mais c'est pas grave, on y reviendra. Ça prouve qu'il y a encore une marge de progression, et ça c'est ce qu'il faut se dire. Merci à toi, et puis n'hésite pas, on se recontacte sans problème. Force à vous, à tous les coureurs, et puis continuez, on est ensemble. Ciao, bye bye. C'était Devenir triathlète. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com. Salut les sportifs!